Monsieur le Premier ministre, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue à l'Université Jean Moulin Lyon 3 à l'invitation de la très dynamique association Polygone. Alors vous avez ce matin la lourde responsabilité, dans cet amphithéâtre Malraux, de succéder à Bernard Cazeneuve et à François Hollande, invités l'an dernier ou il y a 2 ans, par cette même association, dans ce même amphithéâtre. Peut-être ont-ils voulu vous adresser un message en vous asseyant en lieu et place d'un ancien président de la République, mais vous en conviendrez, ce serait se perdre en conjecture. Vous venez aujourd'hui dans une université qui fête ses 50 ans. Un bel âge, un jeune âge, mais qui fête aussi son arrivée, quasiment jour pour jour, il y a 30 ans, dans ce beau bâtiment qui est la Manufacture des Tabacs. Une manufacture des tabacs qui est un lieu qui dit, pour reprendre le beau titre de votre ouvrage, un lieu qui dit ce que nous sommes et qui commande l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. L'amour du travail bien fait, la recherche de l'exigence, la volonté de produire ce qu'il y a de meilleur et surtout de le partager avec le plus grand nombre. Nous prolongeons ici par la transmission du savoir, par l'émancipation, par l'apprentissage, les valeurs qui animaient jadis les ouvriers de cette manufacture et dont les lieux de labeur, seuls, témoignent encore d'une réalité tangible, mais devenue invisible. Il y a des lieux qui disent, Monsieur le Premier ministre, mais il y a aussi des noms qui parlent et qui nous obligent. Nous avons la fierté de porter haut et fort celui de Jean Moulin, combattant de la liberté dont nous avons hérité la culture de la résistance, le culte de la liberté, cet attachement à l'indépendance d'esprit, à la liberté de parole, consubstantielle à la liberté académique. Notre université s'est forgée une identité singulière, celle d'une communauté où les valeurs ont permis de fonder une pratique, où l'idéal ne craint pas de fréquenter la réalité du monde. Nous sommes ici enracinés, vous le voyez, dans une histoire forte de lieux et de noms qui disent les valeurs que nous portons. Ces valeurs, celles de l'émancipation, par la connaissance et par la raison, sont aujourd'hui cruellement mises à mal. L'assassinat de notre collègue Dominique Bernard par un terroriste islamiste, 3 ans après, presque jour pour jour, l'assassinat de Samuel Paty, un ancien étudiant de cette maison, nous a plongé une nouvelle fois dans la peine et dans la douleur de voir un serviteur de la République et des Lumières mourir dans l'exercice de ces si importantes et belles fonctions. Plus que jamais, notre devoir, ici à l'université, c'est de donner la parole à la raison pour éteindre le feu des extrémismes. Notre devoir ici à l'université, c'est de faire tout autant des professionnels capables que des citoyens éclairés. C'est le sens de notre mission. L'université n'est pas qu'un lieu de formation et de recherche, c'est aussi, et peut-être plus que tout, un lieu d'émancipation. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous l'aurez compris, vous êtes ici dans un lieu de la République, dans un lieu de liberté, fidèle aux valeurs et aux idéaux des Lumières. Vous êtes donc aussi chez vous. Bienvenue à l'Université Lyon 3. Je vous souhaite une belle conférence, de beaux échanges libres, protégés par les franchises universitaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs de l'administration, chères étudiantes, chers étudiants. Monsieur le Président de l'Université a exprimé sa gratitude de vous recevoir. C'est également un honneur pour notre association. Monsieur le Premier ministre, dans ce livre, vous écrivez « Aucun sujet n'est plus important que celui de l'école. Si pour vous, l'école est un lieu qui dit, c'est également un lieu qui dit pour tout étudiant. En tant que membre d'association, l'université est pour nous un espace d'accomplissement, d'épanouissement et de débat. D'accomplissement tout d'abord. Dans les études que nous entreprenons en droit, langue, économie, philosophie, nous construisons sur ces bancs notre avenir, mais nous sommes aussi attachés à répondre aux enjeux de notre époque. Environnement, paix, fraternité et laïcité,
qui sont toujours à construire, comme nous le rappellent de tragiques récents événements. L'université est aussi un lieu d'épanouissement, puisque c'est entre ces murs que nous nous faisons nombre de nos amis. Des gens qui, à notre arrivée, n'étaient que des personnes et des inconnus dans la foule, mais qui sont devenus certains de nos plus proches. Enfin, c'est un lieu de débat. Pour les 300 adhérents que comporte notre association Polygone, créée en 2012. Rassemblés par la politique, le débat public et l'actualité, nous nous efforçons depuis toutes ces années d'offrir aux étudiants la possibilité de vivre ce débat, en faisant du pluralisme notre valeur cardinale. En tant que président, je ne saurais exprimer l'étendue de ma reconnaissance pour l'implication et les efforts fournis par le bureau de l'association. Ses membres mettent en place des projets et événements qui font la renommée de notre association à l'université et au-delà. Mon seul vœu est que les bureaux successifs perpétuent une habitude bien polygonienne que sont la réussite, l'excellence, tout en conservant du plaisir dans ce qui est réalisé. Évidemment, tous ces événements ne pourraient voir le jour sans le concours des différents services de l'université que nous remercions chaleureusement. Le service de la vie associative, de la communication, le service événementiel, de la vidéo et de la sécurité, ainsi que les membres de la présidence de l'université. J'ai donc l'honneur d'ouvrir la saison 2023-2024 des conférences de l'association Polygone, une conférence qui, une fois encore, marque notre histoire. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente conférence. Merci. Monsieur Édouard Philippe, c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui, nous permettant d'ouvrir avec joie la saison des conférences 2023-2024 de notre association Polygone. Cette conférence portera sur un échange à propos de votre nouveau livre, paru dans les librairies il y a déjà un mois, Ces lieux qui disent. Il sera le fil conducteur de nos questions en premier lieu, puis de l'ouverture d'un échange avec le public où vous pourrez répondre à leurs questions. Diplômé de Sciences Po en 1992, vous intégrez l'École nationale d'administration, dont vous sortez en 1997, et vous devenez membre du Conseil d'État de 1997 à 2002, affecté à la section du contentieux. En mars 2014, vous êtes élu au premier tour maire du Havre. Le 15 mai 2017, vous êtes nommé Premier ministre par Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, mandat que vous exercerez plus de 3 ans. Et le 5 juillet 2020, vous êtes réélu maire du Havre, ainsi que président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Depuis octobre 2021 également, vous présidez le parti Horizon. Vous êtes auteur et co-auteur de plusieurs romans, L'heure de vérité, Dans l'ombre, Des hommes qui lisent, Impressions et lignes claires et enfin, Des lieux qui disent, paru en septembre 2023. Dans cet ouvrage, vous retracez les lieux marquants de votre vie pour exprimer en quoi des lieux peuvent construire une identité, des idées, des valeurs, un héritage qui nous lierait tous. Ce livre permet pour vous de donner votre lien intime et politique avec la France et ses institutions. En partant d'un lieu ayant marqué votre enfance ou votre carrière, vous tracez un dessin politique que vous estimez être le bon pour la France. À commencer par l'école Michelet tout d'abord, représentant le thème de l'éducation. Vous dites que dans l'histoire de l'éducation, on a plus investi dans les murs que dans les hommes. Pensez-vous que cela est encore d'actualité aujourd'hui et en quoi, pour vous, cela en dit long sur l'éducation ? Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et merci à vous de vous prêter à cet exercice. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet et puis répondre immédiatement à votre question sur l'école. Je ne dis pas que dans toute l'histoire de l'éducation, on a plus réfléchi aux murs qu'aux hommes. Je dis que dans les 43 dernières années, quand je regarde ce que nous avons fait en matière d'éducation, on a consacré plus de moyens proportionnellement aux murs qu'aux hommes. Et avant d'expliquer ce que ça veut dire et pourquoi c'est quand même un petit sujet, je précise que, en effet, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a énormément de sujets extrêmement urgents et de sujets extrêmement importants en France, et pas seulement en France. Il y a énormément de sujets dont on sent bien que si on n'a pas des réponses claires et précises, on va avoir des gros problèmes. On en a déjà d'ailleurs. Mais parmi tous ces sujets urgents et importants, il y en a un qui est encore plus urgent et encore plus important que les autres, c'est celui de l'école. Et s'il m'apparaît encore plus urgent et encore plus important, c'est parce que je pense qu'on ne règle aucun des autres sujets durablement si on n'a pas d'abord réglé celui de l'école.
Et donc, c'est quelque chose qui résulte à la fois d'une intuition et puis maintenant d'un travail intellectuel. Je suis convaincu que la première priorité, mais alors de très très loin, la première priorité, c'est faire en sorte d'avoir un système éducatif qui fonctionne. Évidemment, si je dis ça, ça veut dire implicitement, mais nécessairement, pour parler comme un juriste, qu'il ne fonctionnerait pas aujourd'hui. Mais la vérité oblige à reconnaître qu'il ne fonctionne pas comme il devrait. Alors c'est difficile, il y a encore des choses qui fonctionnent très bien. Il y a encore un peu partout des formidables rencontres, y compris dans des endroits difficiles, y compris dans des milieux difficiles, entre un maître et un élève. Et il y a encore des réussites par l'école. Il serait faux d'imaginer que rien ne va à l'école. Ce serait évidemment faux. Au contraire même. Mais le système ne fonctionne pas exactement comme il devrait fonctionner. Les deux caractéristiques de ce qui ne va pas, pour le dire vite, puis après tout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors voilà, hein, donc il est là. N'hésitez pas. D'ailleurs, accessoirement, je passe, mais on voit qu'on est quand même dans une fac où il y a des juristes. Hein. L'autre est pareil, donc on sent quand même que ça va être précis. Les deux caractéristiques qui me font dire que le système éducatif déconne, c'est d'abord le fait que une très vieille caractéristique du système français est en train de se renforcer en s'aggravant. Une des caractéristiques du système français éducatif, c'est que depuis très longtemps, il est marqué par une polarisation très forte. On produit des très bons élèves, plutôt meilleurs qu'ailleurs. Et à l'autre bout du spectre, on produit beaucoup d'élèves, pas très bons, et plutôt moins bons qu'ailleurs. Cette polarisation, qui est très ancienne, qui est très ancienne, elle se double d'une chose qui est quand même mortifère dans un pays où on se gargarise de l'école de la République à chaque fois qu'on en parle, c'est qu'il n'y a pas de système éducatif dans l'ensemble des pays de l'OCDE qui reproduisent autant les inégalités sociales que le système français. Donc vous voyez que vous avez un système où on fabrique des bons plutôt meilleurs qu'ailleurs, mais pas tant que ça, et un système dans lequel on fabrique malheureusement des gens qui ont des problèmes avec l'école et qui décrochent assez largement, et on en produit un peu plus qu'ailleurs. Et il se trouve que dans les 40 dernières années, ce phénomène, qui est ancien, s'est aggravé en s'affaissant. La polarisation s'est encore aggravée entre les très bons et les beaucoup moins bons. Et les très bons sont un peu moins meilleurs qu'ailleurs, et les moins bons sont un peu plus mauvais encore qu'ailleurs. Donc cette évolution-là, elle est à tous égards mortifère. Ça veut dire que notre système a quand même un problème de polarisation, qu'il a un problème de reproduction des inégalités, ou plus exactement qu'il n'arrive pas suffisamment à tenir la promesse d'émancipation que vous venez d'évoquer, à juste titre du reste, Monsieur le Président, et que par ailleurs, ce qu'il produit est, dans le monde actuel tel qu'il est, moins susceptible de faire la différence s'agissant du pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va avec, c'est que le niveau baisse. Alors c'est compliqué le niveau, et comme ici il y a des universitaires, je prendrai 50 précautions, enfin je ne vais pas les prendre 50 sinon on n'a pas fini, mais il faudrait prendre des précautions avant de parler du niveau, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Le niveau moyen, qu'est-ce que c'est un niveau moyen ? Par définition, un niveau moyen, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'il baisse partout ? Est-ce qu'il baisse au même rythme ? Comment est-ce qu'on le mesure ? Comment est-ce qu'on le compare ? Tout ça est assez compliqué. Je me souviens, et je le cite d'ailleurs dans le livre, d'un livre intéressant écrit par des spécialistes de l'éducation à la fin des années 80, c'est-à-dire au moment où j'avais votre âge. Ah la vache, c'est dur. Qui disait, qui plaidait l'idée que le niveau montait. D'ailleurs, le livre s'appelait « Le niveau monte ». Et il racontait que c'était très compliqué de réfléchir sur les questions de niveau, parce que depuis le milieu du 19e siècle, on trouvait toujours des vieux types de 70 ans expliquant que le niveau était nettement inférieur aujourd'hui que 20 ans auparavant. Et c'est vrai, vous regardez en 1870, vous avez plein de gens qui vous expliquent quand même qu'en 1850, on formait mieux les gens. Et c'est pareil en 1910 pour 1890, c'est pareil. Donc la vérité, c'est que la question du niveau, c'est une vieille question de vieux. Ça fait très longtemps qu'on se la pose, et en général, c'est les vieux qui se la posent. Parce que les niveaux évoluent. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on sait que c'est compliqué, on a quand même des instruments qui permettent de tester les évolutions de niveau. Et il y a un certain nombre de choses qui sont extrêmement nettes en France, dans l'école française d'aujourd'hui, c'est que le niveau en sciences, notamment, il est probablement plus facilement testable et comparable que d'autres types de niveaux. Mais le niveau en sciences baisse, et alors lui, pour le coup, il baisse assez nettement, assez vite et de façon assez continue.
C'est ce que montrent les sondages Teams, c'est ce que montrent à peu près toutes les études. Et on arrive assez bien à expliquer pourquoi d'ailleurs. On voit assez bien pourquoi le niveau baisse en matière de sciences. Donc, une école dans laquelle le niveau de sciences moyen diminue assez vite, qui reproduit plus qu'ailleurs les inégalités sociales, et qui forme moins de très bons et plus de très mauvais, et pardon pour ces termes qui sont évidemment excessifs, mais c'est comme ça quand même qu'il faut le dire, c'est pas une école qui fonctionne. Donc on a un problème. Et ce problème, vous allez voir que je vais finir par répondre à votre question, et ce problème n'est pas un problème de moyens. Ça n'est pas un problème de moyens. Je sais bien qu'il y a plein de gens qui disent « bah ouais, mais il n'y a qu'à payer mieux les professeurs, il n'y a qu'à mettre plus d'argent dans la machine ». La vérité, là encore, si on regarde les chiffres, c'est toujours intéressant de regarder les chiffres. Je sais que c'est pas... Les juristes, ils ont normalement l'habitude de les regarder les textes. C'est un très bon réflexe. Mais c'est bien aussi d'aller regarder les chiffres et d'aller documenter une analyse. Si vous regardez les chiffres, vous voyez que les dépenses en matière d'éducation ont considérablement augmenté dans les 45 dernières années. Mais considérablement augmenté. Elles ont augmenté dans des proportions qui sont plus rapides que l'augmentation du nombre d'élèves. Et donc on dépense aujourd'hui bien plus par élève qu'on ne dépensait il y a 40 ans. Les dépenses d'éducation intérieure, c'est-à-dire si vous prenez tout cumulé, tout ce qui concourt aux dépenses d'éducation. L'État, évidemment, avec le budget de l'éducation nationale, plus dans les autres budgets, agriculture, tout ça, parce qu'il y a des lycées agricoles. Puis si vous prenez toutes les collectivités territoriales, puis les entreprises hors fiscalité, puis les ménages, bah vous verrez que les dépenses intérieures d'éducation en 2022, c'est de l'ordre de 157 milliards d'euros. C'est énorme. Là où c'était en euros constants, à peu près 77 en 1980. Donc on dépense beaucoup plus qu'avant. Mais si vous regardez par rapport au PIB, vous voyez qu'en 1980, à une époque où vous n'étiez pas né, en 1980, on mettait 6,6% du PIB en dépenses d'éducation intérieure. Et en 2023, on met 6,7% du PIB. Ça veut dire quoi? C'est au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Ça veut dire littéralement qu'on a un problème avec notre école qui va moins bien, alors même qu'on ne met pas moins d'argent qu'avant et qu'on ne met pas moins d'argent qu'ailleurs. Là, vous avez une équation qui pose un problème. On ne met pas moins d'argent qu'avant, on ne met pas moins d'argent qu'ailleurs, mais ça marche de plus en plus mal. Ça veut dire qu'on a un énorme problème avec un sujet absolument essentiel. Et quand je dis que, pour répondre à la question qui a été initialement posée, l'essentiel de l'augmentation de la dépense publique, de la dépense d'éducation intérieure, tient à quoi? Tient aux investissements matériels, pour l'essentiel réalisé par les collectivités territoriales. C'est pour ça que je dis que dans les 45 dernières années, sans qu'on le veuille, sans que ce soit le fruit d'une décision concertée ou même d'un débat public, nous avons consacré toujours beaucoup plus d'argent à notre école, mais on l'a essentiellement consacré à reconstruire des écoles, à reconstruire des collèges, à construire des lycées, à développer l'enseignement supérieur, puisque ça rentre dans la dépense d'éducation intérieure, à développer l'enseignement supérieur. Ce qui est très bien. On a plus investi dans les murs que dans les hommes. Le salaire relatif des enseignants par rapport au SMIC ou par rapport au salaire médian a baissé. Donc notre effort, il a plus porté sur les murs que sur les gens. Ce qui en matière d'école est quand même un petit sujet. C'est évidemment qu'il faut investir dans les murs, mais l'essentiel n'est pas les murs. Pas les murs. L'essentiel, c'est les gens. C'est les profs, c'est les enfants, c'est la pédagogie, c'est la capacité à accompagner et à se fixer des objectifs pour l'école. Voilà le constat. Si j'ai une autre question, je vous parlerai des solutions. Merci infiniment. Le micro marche. Merci Monsieur Philippe pour vos développements. Vous vous adressez à un public donc composé majoritairement de juristes en formation. Ce serait un euphémisme que de dire que nous avons particulièrement apprécié la lecture de votre thème sur la justice. C'est pourquoi je voudrais vous poser une question dessus. Parmi les personnes qui vous ont inspiré, vous évoquez Napoléon, Jean Valjean, Léon Blum, le général de Gaulle, entre autres évidemment. Laquelle de ces figures vous aurait guidé lorsque vous avez pensé votre réforme d'une justice? Peut-être un mot sur le livre, parce que en effet, je consacre un chapitre entier sur la question de la justice. Et je consacre un chapitre entier sur la question de la justice parce que le droit a occupé une bonne partie de ma vie. Parce qu'après mes études, j'ai choisi d'être membre du Conseil d'État, donc magistrat, qu'ensuite j'ai été avocat,
qu'ensuite j'ai été législateur, quand j'étais député, dans l'opposition. Hein. Autant dire que la marque du député de l'opposition sur le droit qui se construit est quand même relativement limitée. Je parle avec humilité. Mais enfin, néanmoins, j'étais législateur. Et maintenant, je suis justiciable. Puisque une enquête a été ouverte et une procédure judiciaire a été ouverte devant la Cour de justice de la République pour voir si, par extraordinaire, on ne pourrait pas faire jouer ma responsabilité pénale dans la gestion du Covid. Donc, maintenant, je commence à avoir une expérience assez complète du droit. En tout cas, je l'ai vu, je commence à le voir de tous les côtés, ce truc. Et j'ai une immense révérence pour la matière intellectuelle qu'est le droit, mais vraiment. Et une conscience assez claire de la difficulté technique et humaine que représentent tous les métiers, enfin une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie des métiers associés au droit, notamment la question de la magistrature, notamment. Et je dis dans le livre que si, quand je suis sorti de l'ENA, j'ai choisi le Conseil d'État, c'est pour deux raisons. D'abord parce que je pouvais, et ensuite parce que, bah oui, parce que si je n'avais pas pu, ça m'aurait fait une belle jambe. D'abord parce que je pouvais, et aussi parce que quand j'étais étudiant, j'étais très impressionné par la figure de Léon Blum. Très impressionné par la figure de Léon Blum, écrivain, homme politique engagé et juriste, qui, comme vous le savez, était membre du Conseil d'État et a fait des conclusions magnifiques, notamment sur les délégations de services publics. Je le dis à chaque fois parce que parfois, il y a dans mon conseil municipal des élus de gauche très engagés qui me disent que c'est vraiment scandaleux de procéder à une délégation de services publics. Et donc, en général, je leur cite comme ça, de mémoire, quelques jurisprudences de Léon Blum en lui disant, je ne sais pas si c'était vraiment un affreux type de droite, mais bon. Mais en tout cas, je sais qu'il a largement défini le régime de la délégation de services publics, ça c'est sûr. Le régime concessif au moins. Très bien. Donc j'ai choisi le Conseil d'État parce que j'ai une grande admiration pour la personne, pour le personnage, pour le talent et aussi d'une certaine façon pour l'action de Léon Blum. Ce que je dis sur la justice est vraiment marqué par la passion que je peux avoir et la révérence que je peux avoir pour le droit, mais c'est aussi assez critique. Et c'est aussi assez critique, notamment, de notre action en matière pénitentiaire et de notre système judiciaire tel qu'il existe aujourd'hui. Notre action pénitentiaire qui est d'abord, là aussi, il faut revenir aux chiffres. L'investissement collectif dans le monde de la justice a été extrêmement faible et en vérité assez largement défaillant entre, on va dire, 1910 et 1980. Les 70 premières années du XXe siècle se sont traduites par un sous-investissement chronique et massif en matière judiciaire et en matière d'investissement dans les palais de justice, d'investissement dans les prisons. Le début de la Troisième République, en vérité, le Second Empire et le début de la Troisième République avaient fait un effort considérable. On a recommencé à faire un effort important depuis le milieu des années 80, d'abord lentement, et puis maintenant plus vite. Mais il y a un énorme trou dans l'investissement public, une énorme insuffisance très longue de l'investissement public, et donc on a un énorme sujet d'abord de murs, c'est le cas de le dire, et notamment de murs de prison. La deuxième chose, c'est que le système judiciaire, et notamment la magistrature et le système pénitentiaire, sont, à mon avis, de très loin, le maillon le plus faible du système régalien. Quand je regarde l'ensemble des choses que l'État fait et que personne d'autre ne peut faire, en matière de sécurité, en matière de défense, en matière d'affaires étrangères, en matière d'impôts, et donc en matière de justice, dans l'arc régalien, le domaine le plus fragile, et de loin, c'est la justice. Et c'est extrêmement dangereux parce que quand un pays finit par ne plus véritablement avoir confiance, finit par ne plus véritablement comprendre et ne plus véritablement avoir confiance dans son système judiciaire, c'est rarement une bonne nouvelle pour la démocratie. Pas la cohésion nationale. Si une masse critique de citoyens n'a plus véritablement confiance dans le système judiciaire, ne comprend plus pourquoi est-ce qu'il prend ses décisions, ne comprend plus les décisions qu'il prend, ne croit plus en la capacité, lorsque les décisions sont prises, à être mises en œuvre, alors vous avez un énorme problème démocratique. Et à mon avis, on n'est pas très loin de ça. On a un système judiciaire qui est trop faible.
Et donc c'est évidemment là qu'il faut agir très vite. Pour moi, dans la sphère régalienne, la grande priorité, c'est la justice. La première priorité, c'est l'école. Et dans la sphère régalienne, la première priorité, c'est la justice. Voilà, ça je peux le dire. Alors, je ne propose pas dans le livre une réforme complète, mais je pointe des choses qui me paraissent très insatisfaisantes. Et une des choses que je pointe, et après tout, puisque vous êtes étudiant, et puisque peut-être un certain nombre d'entre vous se destinent, et d'une certaine façon, je les y encourage, à la magistrature, il y en a ici? Non, vous avez le droit, hein, je veux dire, c'est... Eh bien, faites-le. C'est un métier extraordinaire, hyper difficile, mais extraordinaire. Mais surtout, gardez en tête, s'il vous plaît, gardez en tête le fait qu'il n'y a rien de pire, pour un magistrat que de s'enfermer dans la magistrature. En général, le corporatisme, c'est une connerie. Dans la magistrature, c'est un crime. Et pourtant, de fait, il faut bien reconnaître qu'il y a une forme d'enfermement. Il y aurait, comme qui dirait, une forme d'angoisse obsidionale. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. L'angoisse obsidionale, c'est l'angoisse qui saisit les gens qui sont en général assiégés. C'est l'état d'esprit qui naît dans une ville assiégée. C'est un mot particulier, obsidional, j'adore, ça fait chic. Eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de l'angoisse obsidionale dans la magistrature. Et c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. On a un modèle en France qui veut qu'on choisit les magistrats très tôt, après l'école. C'est un vieux modèle, il existe. Il surprend toujours nos amis à l'étranger parce que c'est tellement particulier que ça les surprend. Je ne dis pas que c'est un mauvais système. Je dis en revanche qu'un système dans lequel on passe des études que vous faites à l'école de la magistrature, à la magistrature pendant toute une vie, et parfois sur le même type de fonction, c'est une dinguerie. Ça, je suis sûr. Et donc, si vous faites ce choix, et encore une fois, c'est un métier extraordinaire et extraordinairement difficile, imposez-vous de sortir, de partir, de faire autre chose, quitte à revenir. Mais imposez ce qui existait, et qui existe de moins en moins, et à mon avis, ce n'est pas un point positif, ce qui existait dans la magistrature administrative, si j'ose dire, dans la juridiction administrative, c'était l'obligation d'alterner des moments d'activité au sein de la juridiction et des moments d'activité au sein de l'administration. Ce qui n'avait rien à voir avec l'organisation d'une connivence entre l'administrateur et le juge de l'administration, mais au contraire, tout à voir avec le fait que le juge de l'administration savait un peu quand même de quoi il parlait. Et si on laisse le corps des magistrats enfermé dans un fonctionnement interne de la magistrature, je pense qu'on rate un truc énorme sur le fonctionnement de la magistrature. Voilà. En général, quand je dis ça, les magistrats ne sont pas totalement enchantés, parce qu'ils pensent que j'ai tort, et peut-être ai-je tort d'ailleurs. Après tout, quand on débat, on propose ses idées, et puis ensuite on en discute. Mais toute l'expérience que je peux avoir me montre le danger de ça. Je vous en donne un exemple qui a l'air tout bête. Très longtemps, ça fait quand même longtemps maintenant que je suis maire du Havre, et donc en général, les présidents de tribunaux ou le procureur, quand il est nommé, ils viennent se présenter. C'est poli, c'est comme ça qu'on fait, c'est l'usage républicain. Vous venez de nommer président du tribunal de grande instance ou procureur, vous venez saluer le maire de la ville, c'est le premier magistrat, si j'ose dire. C'est pas totalement anormal. Très bien, ça se passe toujours bien. Il y a toujours des gens très compétents, alors il y en a avec qui on s'entend mieux que d'autres, mais c'est pas le sujet. Ils sont toujours très compétents et très bien. Et je leur dis assez régulièrement, vous savez, je suis heureux de vous voir aujourd'hui, et je pense que s'agissant du procureur, je vais continuer à vous voir, parce que s'agissant du parquet, ils ont un fonctionnement avec les autres services de l'État et avec les autres services d'autres collectivités publiques. Mais s'agissant des magistrats du siège, je constate que je ne les vois jamais. Je ne les rencontre jamais. Et d'ailleurs, je ne les connais pas. Et en général, on me répond « Ah oui, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent rester indépendants. » Et l'idée, mais j'allais dire mes amis, ne le prenez pas mal, mais l'idée que l'indépendance, ce soit un système qui vous impose ou qui soit garanti par une méconnaissance totale du monde qui vous entoure, est probablement l'idée la plus con qu'on puisse développer.
C'est pas ça l'indépendance. C'est pas ça. Et c'est certainement pas ça l'impartialité. Si on ne connaît pas ce qu'on juge, on passe forcément à côté de quelque chose. Alors ça peut arriver dans la vie, mais ça ne peut pas être un système organisé. Voilà ce sur quoi je me permets d'insister. Ça vous semble peut-être excessif ou peut-être théorique. Je vous garantis que c'est 30 ans d'expérience qui s'expriment juste au moment où je viens de parler. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réponse. Nous aimerions maintenant revenir sur un autre thème qui nous a beaucoup marqué dans votre livre. Un des chapitres de votre livre est consacré à la place de la religion dans notre société et de questionnements autour de l'interprétation et de la définition de la laïcité. Ces propos résonnent tristement dans notre contexte actuel après les attentats d'Arras qui ont ravivé une nouvelle fois le débat public autour de la question de la laïcité. Dans un contexte où la laïcité est enseignée partout dans nos écoles, que les chartes de la laïcité sont affichées dans les salles de classe, qu'elles sont étudiées en profondeur par les élèves, et dans un contexte où on peine à distinguer l'islam de l'islamisme, l'éducation aurait échoué à faire comprendre aux futurs concitoyens la laïcité comme pilier de la coexistence collective. Alors, comment un gouvernement laïque peut-il et doit-il repenser tous ces enjeux et répondre au retour de la religion dans une société où celle-ci n'est plus un sujet public depuis 1905 ? Merci pour une question qui n'est pas trop large, pas trop ouverte, mais qui est bonne. Dans le livre, je traite 5 chapitres. L'école, éduquer, la magistrature, juger, soigner avec la santé, aménager, parce que je pense que les questions d'infrastructure et d'aménagement du territoire sont essentielles, et puis la question de la religion, de la foi et de la laïcité. Et je la traite en tant qu'elle est une question de politique publique, et en tant qu'elle est une question intime qui me fascine. Je parle beaucoup de Notre-Dame, de Paris, de l'incendie que j'ai vécu parce que j'étais Premier ministre à l'époque et j'étais sur place, et aussi de lieux qui m'ont ouvert au sacré, voilà, en précisant que je n'ai pas la foi. C'est pas grave, ça va, je me sens bien. J'ai pas la foi, mais j'ai un respect immense pour le sacré, qu'il soit religieux ou même civil d'une certaine façon, parce qu'il y a des formes de sacré qui sont sécularisées. Et dans le livre, je dis que la société dans laquelle nous vivons depuis 50 ou 60 ans est une société caractérisée par quelques évolutions en fait incroyablement spectaculaires, même si on ne les sent pas forcément parce que on est au milieu, donc on ne les sent pas. Et que la première évolution, qui n'a aucun précédent dans les 1500 dernières années que nous venons de passer, c'est la sécularisation rapide de notre société. Il n'y a aucun précédent. La vitesse à laquelle la France s'est sécularisée au cours du dernier siècle, et singulièrement au cours des dernières 70 années, est proprement vertigineuse, spectaculaire. La France, qui était un pays couvert d'églises, fille aînée de l'Église, dans lequel l'Église catholique a joué un rôle prépondérant en termes de constitution de l'État, de constitution de l'imaginaire, d'organisation de la nation, est devenue, la France qui a connu des guerres de religion incroyablement brutales et violentes, est devenue une nation dans laquelle la pratique et la foi affichée dans le catholicisme sont devenues archi-minoritaires. Archi-minoritaires. Je crois que quand on pose la question aux Français de savoir s'ils ont une pratique religieuse, il y a 6,6% de Français qui disent qu'ils ont une pratique religieuse dans le cadre du catholicisme ou de la religion chrétienne. 6,6%. Cette sécularisation, elle est infiniment plus rapide qu'en Italie, qu'en Espagne, qu'en Allemagne, qu'au Royaume-Uni. Elle est propre véritablement à notre pays. Premier point. Deuxième point, dans cette sécularisation extrêmement rapide du pays, il y a quelque chose qui est quasi orthogonal, c'est la montée rapide d'une religion nouvelle, non pas qu'elle soit nouvelle, mais nouvelle par la place qu'elle prend dans la société française, qui est l'islam. Ces deux phénomènes-là, ils sont incontestables. Et quand on les conjugue, si j'ose dire, et parce qu'ils interviennent en même temps, si j'ose dire, ils créent quelque chose d'intéressant et de perturbant
pour le modèle de laïcité que nous avons construit. Alors pourquoi je dis c'est intéressant et pourquoi je dis c'est perturbant? C'est intéressant parce que c'est très difficile de comprendre le fait religieux quand vous ne connaissez plus rien à la religion. C'est très difficile. Comprendre, par exemple, je vais vous dire quelque chose, j'espère que je ne choquerai personne, mais je ne suis pas là pour choquer qui que ce soit. Hein. Mais par exemple, l'idée que l'on dise, bah oui, mais bon, c'est normal que la loi civile passe avant le commandement religieux, est une idée parfaitement admise dès lors que vous êtes dans une société totalement sécularisée, et totalement pas admise, ou admise après beaucoup d'efforts et beaucoup d'encadrement intellectuel pour quelqu'un qui est profondément religieux. Bien sûr, évidemment. Et donc, il faut bien comprendre le caractère un peu orthogonal de la sécularisation et de la montée d'une religion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je dis dans le livre, c'est que on aime à dire qu'on est attaché à la laïcité, et je le suis beaucoup personnellement, mais je ne suis pas absolument certain que tout le monde mette sous le terme laïcité la même chose. Et plus exactement, je suis absolument certain qu'on n'a pas toujours mis la même chose sous le terme la laïcité. Par exemple, la laïcité n'est pas interprétée en 1919 de la même façon qu'elle est interprétée en 1909. Pour une raison assez simple, c'est qu'en 1909, on est dans une situation de confrontation et d'opposition très forte entre les catholiques et l'État, alors qu'en 1919, les catholiques et les non-catholiques, ils sont morts dans les tranchées côte à côte contre l'allemand. Et honnêtement, ils ont trouvé que, certes, ils n'étaient pas d'accord sur la laïcité, mais que le problème, c'était pas tellement la laïcité, c'était surtout le Bosch. Et après 1,5 million de morts, ils se sont dit, bon, on ne va plus exactement poser le problème comme ça. Et de fait, la conception qui prévaut en France de la laïcité, conception publique qui prévaut de la laïcité entre 1919 et 1940, est totalement différente, assez largement différente de celle qui prévaut avant. Ça se voit dans un certain nombre de jurisprudences, ça se voit dans un certain nombre d'intitulés, dans un certain nombre de relations qui sont organisées entre l'Église et l'État. Les accords de 1924, 1925, 1926 avec le Vatican montrent cette volonté de normalisation, là où, avant 14, on avait non pas une volonté, mais où il y avait effectivement une très forte tension. Par ailleurs, et c'est intéressant pour des étudiants, je rappelle qu'avant la loi de 1905, la loi de 1905, c'est la conjonction de gens qui détestent la religion et de gens qui adorent l'État, qui se retrouvent pour terminer le travail de sortir la place de la religion dans l'organisation administrative et dans l'organisation politique, mais qui ne sont pas fondamentalement d'accord entre eux. Et avant la loi de 1905, pourquoi est-ce qu'elle est déclenchée, la loi de 1905 ? Je le dis dans le livre, et c'est un passage extraordinaire. Ce qui fait qu'elle se déclenche n'est pas véritablement un fait ou un problème religieux, c'est le fait que le pape de l'époque se fâche contre une visite organisée par le président de la République française de l'époque à Rome pour voir le roi d'Italie. Le président français de l'époque va voir le roi d'Italie pour lui dire de rester dans le bloc Angleterre-France et de ne pas se rapprocher du bloc allemand. On est dans la période de la montée des tensions. Ce faisant, le président de la République française est le premier président, le premier chef d'État à aller à Rome voir le roi d'Italie, alors que le pape, après l'unification de l'Italie, conteste le fait que le roi d'Italie puisse avoir autorité sur Rome. Ça peut vous sembler un siècle en arrière, et vous avez raison, c'est un siècle en arrière. C'est 1904. Et le pape le prend très mal, puisque le Français est le premier à enfreindre cette règle qu'aucun chef d'État d'un pays catholique n'avait enfreinte. Il le fait parce que c'est l'intérêt du pays, l'intérêt de la France, et parce qu'il reconnaît la souveraineté de l'Italie. Le pape le prend très mal, envoie une missive à tous les chefs d'État catholiques de la Terre en leur disant c'est scandaleux, tout ça. La missive est connue, elle est publiée dans le journal, et elle est regardée comme une atteinte à la souveraineté française. Dans la loi de 1905, il y a au moins autant un attachement à la souveraineté de l'État qu'une question et une polémique religieuse. Et c'est très intéressant de l'avoir en tête. Parce que ça montre que les motivations, dès 1905, elles ne sont pas toujours identiques. Voilà. Alors ensuite, une fois que j'ai dit tout ça, j'ai fait le malin, mais j'ai oublié de répondre à votre question. Et votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait s'agissant de la laïcité ? Je suis heureux que vous me posiez la question de façon aussi générale, parce que
je dis dans le livre que d'abord, on ne s'est pas toujours mis d'accord sur ce que c'était la laïcité. Et pour moi, la laïcité, c'est quelque chose de très simple, ou plus exactement de très complexe à faire comprendre, mais au fond, intellectuellement, de très simple. C'est la liberté religieuse reconnue et garantie à chaque individu, et l'absolue neutralité de l'État vis-à-vis de cette liberté religieuse. Autrement dit, la laïcité n'est pas un instrument juridique conçu pour lutter contre la religion. C'est un instrument juridique conçu pour reconnaître la liberté des individus et cantonner le fait religieux à la liberté de ces individus, pas à la sphère privée. Contrairement à ce qu'on pense, la laïcité n'a jamais été conçue comme un instrument consistant à dire que la religion devait relever simplement de la sphère privée. Ça n'est pas vrai. Il ne faudrait pas comprendre ce que c'est que le fait religieux pour imaginer que c'est simplement une croyance privée qu'on va faire chez soi. C'est fondamentalement social, la religion. D'ailleurs, je me permets simplement de vous dire que c'est le nom. Religion, ça veut dire relier. Donc c'est évidemment social. C'est infiniment social, si j'ose dire. C'est fondamentalement social. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que cette laïcité qui bute sur des assauts de gens qui pensent que, quoi qu'il arrive, la loi religieuse doit passer au-dessus de la loi civile, que quoi qu'il arrive, toutes les limitations qu'on fait aux lois religieuses sont des attaques contre la religion, qu'est-ce qu'on fait? Dans le livre, je dis que certains, compte tenu de la sécularisation et de la montée d'une religion, que certains, un jour, proposeront, d'ailleurs certains ont déjà, proposé un droit spécifique, soit une remise en cause du système de la laïcité actuelle, soit un droit spécifique pour l'islam. Je crains qu'un jour, la question ne se pose comme ça, soit par une organisation spécifique, c'est d'ailleurs presque ce qu'on a voulu faire au moment du CRCM, soit sous la forme d'un droit spécifique. Moi, je pense que la solution dite du droit spécifique, du concordat, quel que soit, est une solution qui n'est pas bonne. En tout cas, qui traduirait une défaite fondamentale de notre part et une incapacité à faire prévaloir le modèle que nous avons choisi et auquel nous sommes attachés. Et donc je considère qu'aujourd'hui, faire prévaloir la laïcité, c'est expliquer ce que ça veut dire, expliquer que c'est la liberté individuelle et la neutralité de la puissance publique, et c'est aussi utiliser les dispositions de la loi de 1905, complétées depuis, pour fixer des limites, et donc livrer un combat qui est un combat politique. Ce n'est pas un combat militaire, ce n'est pas un combat sécuritaire, c'est un combat politique. Quand on dit qu'il y a un certain nombre de lieux où les signes ostentatoires religieux ne doivent pas pénétrer, eh ben on se bat pour faire en sorte que ce soit le cas et on fixe des limites. Et la vérité, comme souvent d'ailleurs dans la vie, c'est que quand vous fixez une limite et que vous vous battez pour la faire respecter, elle est assez bien respectée. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a interdit le voile à l'école? Pas à l'université, à l'école. Ben, il n'y a plus de voile à l'école. Et on a arrêté de tester le système pour savoir si on pouvait venir avec des voiles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a interdit l'abaya à l'école? Ben, il y a beaucoup moins de pression, la règle est claire, et elle est respectée. Je ne vous dis pas qu'elle met tout le monde dans un état de joie et de bonne humeur. Mais je m'en fous. Les lois, elles ne sont pas faites pour mettre les gens de bonne humeur. Elles sont là pour exprimer ce qu'est la limite. Et donc, il faut impérativement que dans notre pays, nous comprenions que nous sommes en train de livrer un combat. Un combat pour défendre le modèle de la laïcité, auquel nous sommes attachés, qui emporte des règles, qui emporte des limites, qu'il faut se battre pour faire respecter. Voilà ce que je crois. Merci monsieur, infiniment. Vous concluez votre livre par un thème intitulé « La somme de tous les lieux », expliquant concrètement comment réformer les institutions françaises de la Ve République. La France contemporaine, dans un futur contexte post-mandature d'Emmanuel Macron, nécessiterait-elle plus de sérieux et d'apaisement, pour reprendre vos termes, ou de réformes marquant un tournant presque révolutionnaire, finalement, dans nos politiques publiques et domaines régaliens, et donc notamment l'éducation? Je vous ai dit qu'il y avait 5 chapitres thématiques, et il y avait en effet, comme vous le dites, un 6e chapitre, qui est une conclusion sur, au fond, comment est-ce qu'on fait tout ça.
face aux défis qui sont monstrueux qu'on a en face de nous. Le défi climatique et environnemental, le défi de la dette et le défi de l'action publique que nous devons transformer. Et j'explique que pendant très longtemps, moi qui suis un grand admirateur de la logique de la Ve République et des institutions issues des transformations de 1958, pendant très longtemps, j'ai considéré que si on appliquait les choses, si on était un bon élève, on réussissait à faire fonctionner le système. C'est-à-dire, si on comprenait comment il devait marcher et qu'on le faisait fonctionner comme il doit marcher, on pouvait produire un effet. Autrement dit, prenez les règles au sérieux, respectez-les, et vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Et je pensais que, typiquement, sur le contrôle de la dépense publique ou sur la dette, si pendant 10 ou 15 ans, on arrive à faire en sorte que la progression de la dépense publique soit inférieure à la croissance, eh ben, mécaniquement, au bout de 15 ans, on aura réduit la part de la dépense publique, et probablement la part du déficit, dans le PIB. Et donc, on sera revenu à une situation. Autrement dit, il faut faire les choses sérieusement et on aura des effets. Et je ne pense plus ça. Je pense plus ça. Et je ne suis pas très heureux de penser ça. Mais je pense plus ça au sens où je crois que si typiquement sur la dette, on ne réussira pas dans notre pays à trouver le consensus politique suffisamment durable pour mener dans le temps un effort aussi constant. De la même façon, même si la Ve République est un système institutionnel qui laisse finalement beaucoup de souplesse et qui s'est transformé beaucoup depuis 1958, mon analyse, c'est que le système s'est tellement sédimenté, a fait l'objet d'une telle sédimentation, a vu tellement de contre-pouvoirs naître, qu'en réalité, je ne crois plus qu'il soit en mesure de faire des bougets aussi importants que ceux dont nous avons besoin compte tenu de la crise que nous vivons. Et ça peut vous sembler un peu théorique de dire ça, mais pour moi, ce n'est pas du tout théorique. C'est un truc assez marrant, peut-être d'ailleurs que vous l'avez appris dans vos cours. En tout cas, moi, on l'apprenait à mon époque. On apprenait que quand même, un des problèmes en France, c'était la toute-puissance de l'exécutif, avec ce parlementarisme rationalisé, cette portion congrue laissée au Parlement, cette autorité judiciaire qui n'était même pas un pouvoir judiciaire. Bref, une constitution tout droit héritée d'un militaire, certes démocrate, mais enfin avec une toute-puissance de l'exécutif tellement supérieure à tout ce qui peut se passer ailleurs. Et bien ça, je vais vous dire un truc, c'est n'importe quoi. C'est plus vrai du tout. À chaque fois qu'on a modifié la Constitution sous la Ve République, à chaque fois, on l'a modifiée en limitant les pouvoirs de l'exécutif et en augmentant les pouvoirs de quelqu'un d'autre. On a multiplié les contre-pouvoirs. Comme je suis assez libéral, j'aime bien les contre-pouvoirs. C'est important, les contre-pouvoirs. Mais mon analyse de la situation actuelle de la Ve, c'est qu'on a tellement multiplié les contre-pouvoirs et on a tellement sédimenté les règles sur les règles que la capacité d'action de l'exécutif, de mouvement de l'exécutif, est devenue extrêmement, extrêmement ténue. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en France, quand on n'arrive pas à bouger aussi vite que le besoin s'en fait sentir, le système institutionnel, quoi qu'il arrive, finit par péter. On est quand même les champions du monde de l'explosion constitutionnelle. Je veux dire, je parle sous le contrôle de professeurs qui savent ça encore mieux que moi, on a testé 14 systèmes constitutionnels depuis 17. Enfin bon, bref, plein. On a même inventé qu'on n'a pas testé. On a fait des constitutions qu'on n'a pas mis en œuvre, mais on a testé. On est fort, on est bon, quoi. Pourquoi est-ce que ça a pété aussi souvent? Les gens vous disent parce qu'en France, il y a des révolutions. Ben oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a des révolutions? Souvent parce qu'en réalité, on n'arrive pas à faire bouger le cadre institutionnel alors qu'il faudrait qu'il bouge. Parce qu'il se solidifie, parce qu'il se sédimente, et parce qu'il ne permet plus d'obtenir un effet. Et je ne suis pas loin de penser ça sur le dispositif de la Ve République. Et donc, je pense que si nous voulons être à la hauteur des enjeux qui sont considérables, et si nous voulons apporter des réponses face à des problèmes qui sont extrêmement graves et pressants, il est probable que pour maintenir la dépense publique, ou plus exactement pour sauver la situation financière, nous
devions recourir à des instruments qui ne sont pas des instruments de bons élèves, mais qui ressemblent plus à des haches, et à y aller franchement, donc à des reconfigurations complètes de la dépense publique, ou à des renoncements sur certains pans, et que si nous voulons faire évoluer notre système institutionnel, il faille peut-être imaginer des dispositifs radicalement nouveaux et pas simplement des modifications du cadre actuel. Et j'en prends un exemple devant des juristes, parce que je peux en parler que devant des juristes. Sinon, si j'en parle sur un plateau de télé, les mecs ils me disent ouais, vous êtes un techno, c'est trop compliqué. Notre processus législatif est totalement déconnant. Alors, vous allez me dire, ça se voit. Je veux dire, quand vous faites autant de lois, que vous les changez aussi souvent, et qu'elles sont aussi mal écrites, c'est quand même qu'il y a un problème. Dit le type qui a été législateur, hein, je vous rassure. Donc c'est une critique que je m'adresse notamment à moi-même. Mais notre processus législatif est totalement déconnant. Et toutes les garanties, ou un certain nombre de garanties que nous avions pour vérifier qu'il ne deviendrait pas trop déconnant, ont été explosées. L'idée qu'on sépare le domaine de la loi et du règlement et l'idée qu'on cantonne la loi à un certain nombre de sujets est une idée qui a totalement volé en éclats. Ça n'existe plus. La façon dont la loi est faite est devenue totalement déconnante. Pourquoi ? Parce qu'on s'accroche à des choses qui ne sont pas vraies. On s'accroche par exemple au fait que la souveraineté, pas la souveraineté, mais le rôle essentiel du parlementaire, l'expression de sa liberté, l'expression de son pouvoir, ce serait le droit d'amendement individuel. Moyennant quoi la France se caractérise par le plus grand nombre d'amendements individuels sur les textes de loi qui sont discutés à l'Assemblée. Quand j'étais Premier ministre, on avait sorti un chiffre dont je crois qu'il est vrai, je suis sûr qu'il y a un universitaire qui le vérifiera ici, qui disait qu'on avait discuté, ou plus exactement présenté plus d'amendements individuels, plus d'amendements en France au cours de la dernière législature que dans toute l'histoire démocratique de la République fédérale allemande. Et je crois que c'est vrai. Donc on a un processus législatif où vous partez d'un texte qui est souvent fait un peu en urgence, et où ensuite vous rajoutez un nombre de trucs qui partent dans tous les sens, qui sont mal discutés, qui sont mal évalués, qui ne relèvent pas en vérité de la logique de ce que devrait être une loi, et vous ne pouvez pas véritablement lutter contre ça. Donc je pense que par exemple, si on veut régler le problème de l'inflation normative, on va devoir repenser ce que c'est que le processus législatif. Il n'y a aucune hypothèse, mesdames et messieurs, aucune hypothèse où on peut repenser ce que c'est que le processus législatif sous l'empire de la Constitution actuelle. Parce que ça voudrait dire changer la Constitution, c'est-à-dire convaincre l'Assemblée et le Sénat dans la même proportion qu'il faut qu'ils changent leur façon de faire la loi. Bon courage. Donc ça n'arrivera pas. Ou si ça arrive, ce sera un tout petit changement à la marge qui se traduira probablement par moins de pouvoir pour l'exécutif et plus de pouvoir pour le Parlement. Après tout, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas à la marge qu'il faut changer ça, c'est la totalité du processus législatif qu'il faut transformer. Voilà. Merci monsieur pour ces développements qui ont parfaitement enrichi notre lecture de votre ouvrage. Nous allons désormais passer aux questions du public. Si vous avez des questions, je vous laisse lever vos mains. Des membres de l'association vont vous apporter des micros. Je vous en prie. Bonjour monsieur, j'ai une question sur le titre de votre ouvrage. Est-ce que vous pensez qu'il fallait réformer les décisions antérieures pour avoir une meilleure constitution ou pour notamment sanctionner ceux qui ont tué nos partenaires de la réussite, nos professeurs? Ou c'est seulement dans un cadre spatial que vous avez choisi votre titre? Qu'est-ce qui vous a rapporté? Parce que votre titre suscite de la curiosité, en fait. Le titre du livre, oui. Des lieux qui disent. Oui. Au fond, le sujet essentiel, l'objet essentiel de ce titre, bon, d'abord, je vais vous dire un truc. Vous allez écrire des livres, peut-être, quand vous serez plus vieux. Peut-être vous en avez déjà écrit.
c'est compliqué d'écrire un livre, et il y a un truc qui est encore plus compliqué d'écrire un livre, et un bon livre, c'est de trouver un bon titre. C'est super difficile de trouver un bon titre, vous verrez. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Des lieux qui disent? Parce que ça ressemble à des hommes qui lisent. Et il y a 7 ans, j'avais publié un livre qui s'appelait Des hommes qui lisent. L'objet de ce livre, Des hommes qui lisent, c'était de montrer la part dans la constitution d'un individu et d'une société que représentait la lecture et les livres. Je considère que les livres, on dit souvent que c'est les hommes qui relient les livres. En vérité, matériellement, ils ont raison, mais la vérité, c'est que c'est les livres qui relient les hommes. Et donc, je me suis rendu compte, dans ma vie personnelle, que dans mes relations avec mon père, avec mes grands-parents, dans les relations avec mes amis, dans ma façon d'envisager le monde, il y avait des livres qu'on m'avait offerts, ou que j'avais lus, ou que j'avais offerts moi-même, qui avaient beaucoup compté. Et que la lecture était un des éléments, pas le seul bien sûr, heureusement, mais un des éléments essentiels de la constitution de ce que je pouvais être. Et j'ai cette phrase qui dit « Quand je regarde ma bibliothèque, je vois une partie de moi-même ». Parce que tous ces livres, additionnés, certains oubliés, d'autres lus plusieurs fois, ils ont constitué une partie importante de ce que je suis. Ça, c'était Des hommes qui lisent, c'est en 2017. Très bon livre, hein, achetez-le. En 2023, j'écris un autre livre qui a pour idée de travailler en fait en filigrane la question de l'enracinement et de dire qui est-on vraiment. Et je crois que quand on parle de sujets sérieux, de la justice, de la santé, de la foi ou de la laïcité, de l'école, on aborde ces problèmes à la fois par la pensée, par les discussions, par les idées, mais d'une certaine façon, on les aborde toujours à travers nos expériences, à travers la façon dont on les a découverts. Et la façon dont on les a découverts, c'est souvent des lieux. Si je réfléchis à l'école, je ne peux pas faire abstraction dans ma réflexion à l'école du fait que j'ai grandi dans une école parce que mes parents étaient profs et que mon père était chef d'établissement et que donc j'ai grandi littéralement dans une école, que l'école était quelque chose d'infiniment valorisé, et probablement la chose la plus valorisée chez moi, que l'école c'était l'instrument de la réussite et qu'il fallait avoir des bonnes notes à l'école, qu'il ne fallait pas dire du mal de ses professeurs et que tout passait par là. Et quand je parle de l'école, je ne peux pas faire comme si j'en parlais comme, d'une certaine façon comme quelqu'un d'autre. Donc je dis d'où je viens. Et donc ça permet de travailler cette question de l'enracinement. Et on est tous, d'une certaine façon, enracinés à quelque chose. Mais on ne se réduit pas à cet enracinement. Il n'y aurait rien de pire que de dire cet enracinement est une détermination. Parce que vous avez rencontré un sujet à travers ce prisme, ce lieu, cette expérience, vous êtes, entre guillemets, condamné à penser de telle façon. Pas du tout. Après, il y a la réflexion, après, il y a la transformation, il y a la discussion, il y a plein d'autres choses qui se jouent. Donc, le choix du titre, c'était de dire il y a des lieux qui disent quelque chose sur vous et qui disent quelque chose sur des sujets. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi le titre, en me rendant compte qu'il était aussi traversé par une contrepétrie. Parce que des lieux qui disent, c'est aussi des dieux qui lisent. Et comme j'avais écrit Des hommes qui lisent, ça faisait une contrepétrie. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Tout d'abord, merci. Vous avez évoqué tout à l'heure les solutions. Du coup, je serais curieuse d'entendre quelles sont vos solutions concernant l'école. Je dis dans le livre, mais merci pour la question, elle est très bonne, je dis dans le livre que je n'écris pas un programme. Pour une raison assez simple, c'est que contrairement à ce qu'on pense, écrire un programme, c'est assez facile. Écrire un bon programme, c'est sans doute difficile, mais écrire un programme, c'est assez facile. Mais c'est pas le plus important. D'abord, ça n'a aucun intérêt maintenant. Et ensuite, c'est pas le plus important parce que le programme, ça n'est jamais que des mesures que vous proposez et que vous essayez de faire valider par vos concitoyens avant une élection, qui portent sur ce que vous allez faire à court terme ou à moyen terme. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de penser une stratégie. C'est-à-dire de faire le départ entre ce qui est plus important et ce qui est moins important. C'est-à-dire de faire la différence entre ce que vous allez vraiment faire et ce que vous n'allez pas faire. Et je vais vous donner un truc. Dans les prochaines élections, quelles qu'elles soient, si quelqu'un a une idée précise sur tous les sujets, ça veut dire qu'il ne fera pas tout. Et c'est probablement qu'il ne fera pas grand-chose.
Parce que si vous voulez obtenir un effet, il faut consacrer vos moyens, votre capacité, sur certains sujets qui s'appellent des priorités. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. C'est comme ça que vous faites dans la vie d'ailleurs. Si vous ne vous en fixez pas, vous n'allez pas très loin. Donc, faire des choix, gouverner c'est choisir, et choisir c'est renoncer. Tant que vous n'avez pas dit à quoi vous renoncez, vous n'avez pas dit ce que vous avez choisi. Quand vous avez 20 priorités, c'est que vous n'avez pas de priorité. Ou plus exactement, que votre priorité, c'est de parler à tout le monde et de faire semblant de dire à tout le monde ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est ça que ça traduit. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme priorité? Et donc, qu'est-ce qu'on ne retient pas comme priorité? Et à l'intérieur de ces priorités, qu'est-ce qu'on fait? Mais l'objectif, c'est de construire une stratégie à 20, 30 ou 40 ans. Et quand vous avez une stratégie de long terme, vous avez une chance de prendre des mesures année après année, budget après budget, qui sont relativement cohérentes et qui donc produisent un effet. Et comme on vit dans une société qui est bouffée par l'immédiateté, qui est écrasée par l'immédiateté, par le court terme, par la réaction, par l'urgence, moi parfois les gens avec qui je bosse, quand on est 4 heures après un événement que je n'ai pas fait un tweet, ils me disent c'est un problème. Mais d'où c'est un problème? C'est-à-dire d'où on s'est mis dans la tête qu'il faut réagir par un tweet à des sujets sérieux immédiatement. C'est dingue. Quand on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Quand on n'a pas mesuré ou réfléchi à toute la portée. Non, il faut exprimer rapidement une indignation, un soutien, une colère. C'est pas ça le débat public. C'est pas ça le débat public. Donc il faut essayer de sortir de l'immédiateté, du court terme, et essayer de penser quelque chose à long terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ce livre, j'essaie de donner quelques directions. Pas un programme, mais quelques directions qui me paraissent indispensables si on veut améliorer la situation de l'école. Je vous les donne, mais elles sont formulées de façon générale. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a des directions qui sont assez structurantes. Première chose, dont je suis absolument certain, aujourd'hui, on dépense beaucoup plus pour un lycéen que pour un enfant à l'école maternelle. On peut comprendre pourquoi, d'ailleurs. Il faut inverser cette priorité. La priorité des priorités en matière d'éducation, c'est les petites classes. Et plus on dépense l'argent tôt, plus on le dépense efficacement. Donc, la priorité, c'est l'école maternelle et l'école élémentaire. Bien plus que le collège, bien plus que le lycée. Si vous arrivez à faire en sorte qu'à l'école maternelle et à l'école élémentaire, les enfants maîtrisent les mots, maîtrisent le calcul, maîtrisent les chiffres, maîtrisent l'apprentissage, même basique, maîtrisent la capacité à travailler en commun, vous avez pris une avance démentielle et ça vous coûtera toujours infiniment moins cher que d'essayer de récupérer ça quand ils ont 15 ans. Donc ça, c'est le premier truc. Priorité aux petites classes et il faut mettre le paquet sur les petites classes. Si on veut sauver le truc, il faut commencer par le début. Premier point. Deuxième point, ça, a priori, tout le monde peut l'entendre. A priori. Vous allez voir que plus je vais aller, moi, ça va être facile. Mais a priori, ça, tout le monde peut l'entendre. Deuxième priorité, l'autonomie des établissements. Bon, alors là, déjà, je vous assure que c'est moins simple. L'autonomie des établissements. Non pas pour que chacun fasse ce qu'il veut, c'est pas du tout mon idée. Non pas pour démanteler l'éducation nationale, c'est pas du tout mon idée. Mais parce que je considère que face à un système complexe, donner la capacité à un groupe de personnes, pas à un groupe de personnes de prendre des décisions librement, permet toujours d'obtenir un meilleur résultat que de le gérer par la norme. Toujours. C'est comme ça. Et donc, je considère qu'il faut donner aux établissements. Et évidemment, ça s'exprime différemment dans un collège, dans un grand collège, dans un grand lycée et dans une école où il y a 2 classes. Il y a des écoles où il y a 2 classes, il y a même des écoles où il y a une seule classe. Évidemment, l'autonomie dans une école où il y a 2 classes, ce n'est pas la même chose que l'autonomie dans un lycée. Mais on doit proposer, donner les moyens humains, budgétaires, juridiques d'analyse aux établissements pour qu'ils puissent prendre des décisions importantes sur le fonctionnement de leurs établissements. Et ça doit pouvoir aller assez loin. Est-ce qu'on introduit ou pas dans des classes, pas entre les classes, pas des classes de niveau, avec des bons élèves d'un côté et des mauvais élèves, mais dans les matières des classes de niveau? Est-ce qu'on change le rythme scolaire? Est-ce qu'on met en place un projet pédagogique totalement innovant, totalement bizarre, mais parce qu'on l'a discuté et parce qu'il est adapté? Est-ce qu'il y a énormément de choses qui, sans revenir sur le cadre national de l'éducation, sans revenir sur la certification nationale des professeurs dans leurs compétences à enseigner, ou sur même les programmes nationaux, il y a énormément de décisions qui peuvent être prises localement. Et souvent, les gens me disent « Ouais, mais si on prend des décisions dans l'établissement, ils vont être soumis à la pression des professeurs, ils vont être soumis à la pression... » Alors, à la pression des élus, c'est pire. Hein. Oh là là, les élus locaux, je ne vous dis pas. OK. En fait, grosso modo, les arguments qu'on formule sont à peu près de la nature de ceux qu'on formulait au moment de la décentralisation.
en disant oh là, collectivité, autonome. Bah. Moi, je suis convaincu qu'il faut faire confiance à ceux qui doivent assumer leurs responsabilités et qui veulent que fondamentalement le truc fonctionne mieux. Les chefs d'établissement, les professeurs, les parents d'élèves, des représentants de l'État ou des collectivités territoriales dans des conseils d'administration qui ne sont pas simplement des chambres d'information, mais qui deviennent des instances de décision. Et il faut donner du pouvoir au chef d'établissement. Et oui. Et oui, il faut que le chef d'établissement, s'il considère qu'il y a un professeur qui ne fonctionne pas du tout dans la logique, qui ne partage pas la logique, puisse dire, écoutez, c'est sans doute un excellent professeur, mais il ne partage pas le projet, il faudrait qu'il aille enseigner ailleurs. Le type ne va pas se retrouver au chômage, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais simplement, il faut qu'il y ait une forme de choix, de responsabilisation, d'autonomie dans les établissements. Ça, c'est ma deuxième priorité. En plus généralement, c'est ma deuxième direction. Ma troisième direction, c'est la formation et le recrutement des professeurs. Quand je vous disais qu'on va être du moins gênant au plus gênant, formation, les professeurs détestent que quelqu'un... D'abord, quand c'est un professeur qui parle de ça, ils n'aiment pas. Mais quand c'est un moi, ils n'aiment pas du tout. N'empêche que, on a un problème majeur. J'en donne un exemple, mais on pourrait le dédoubler à l'infini. On a fait le pari, en s'agissant de la formation des professeurs des écoles, des instituteurs, professeurs des écoles, on a fait deux paris. Un, on va universitariser la formation des professeurs des écoles. Je dis ça dans une université, hein, donc je sens que vous allez bien aimer ce que je dis. Donc, un, universitariser. Deux, passer au niveau master. Je ne suis pas sûr que ces deux décisions soient bonnes. Et je vous en donne un exemple. Pourquoi est-ce que nos niveaux baissent dans les petites classes en sciences? Principalement, pas seulement, alors encore une fois, c'est pas principalement parce que la proportion de professeurs des écoles à l'aise avec les maths et avec les sciences est mécaniquement diminuée par ces deux choix. Quelqu'un qui aime les maths et les sciences, soit il adore les maths et les sciences et il a envie plus que tout d'être professeur des écoles, et auquel cas, très bien. Soit, comme beaucoup de professeurs des écoles, il choisit une carrière et un métier qui lui paraissent être conformes à ce qu'il sait faire. La vérité, c'est que nous avons créé un système qui évince mécaniquement et massivement du métier de professeur des écoles les gens qui sont capables de faire des études de sciences ou aiment les sciences. Et essayer de faire aimer les maths et les sciences quand vous n'êtes pas à l'aise avec les maths et les sciences, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous savez faire, mais c'est pas facile. Donc, je crois que si on veut remonter le dispositif, il faut qu'on change le système de formation des professeurs. Il faut qu'on mette le paquet immédiatement après le bac, au début des études du professorat, sur les basiques, en remettant un énorme paquet sur les basiques de la formation, quasiment dans une forme de prépa. Et il faut qu'on fasse des formations moins longues, et il faut qu'on arrive à mettre en face des élèves des gens qui aiment les sciences et qui font fondamentalement découvrir à nos enfants que la science et les mathématiques, c'est ludique, c'est l'expérience, c'est l'apprentissage après l'échec. Si on n'arrive pas à enseigner la science comme ça, on va continuer à faire baisser le niveau et ça va devenir véritablement désastreux. C'est le troisième élément. Je le suggère à propos de la science, mais on pourrait le développer sur plein d'autres sujets. Il faut changer la formation, changer le recrutement et changer la carrière des professeurs. La carrière linéaire des professeurs, c'est une dinguerie. Ce métier est usant, il est fondamentalement reproductif, puisqu'on reproduit année après année, même si on change ses cours, et on ne les change pas toujours, mais même si on change, il est usant et reproductif. Il faut changer la carrière, il faut délinéariser la carrière des professeurs. Il faut qu'à 55 ans, un professeur qui a déjà été prof pendant 30 ans, on lui propose autre chose. On lui propose une autre façon d'être prof. On lui propose d'utiliser son expérience avec un autre type de volume horaire, avec un autre type de participation à l'enseignement. Donc il faut inventer des nouveaux métiers. Et si on ne le fait pas, on met dans un corner terrible des gens qui aiment être professeurs, mais qui, au bout de 30-35 ans, n'ont plus le jus, ou n'ont plus envie de le faire comme ça, ou le font précariquement. Et il y aura toujours des gens qui le font très bien, bien entendu. Donc il faut changer carrière, rémunération évidemment, beaucoup mieux payer les professeurs. C'est là que je dis que dans les dépenses,
On a mis beaucoup sur les murs, mais pas assez sur les hommes. Il va falloir beaucoup mieux payer les professeurs, c'est incontestable. Puis là, je vais vous dire, c'est incontestable. Mais il va falloir changer aussi recrutement, formation et carrière. Et puis il y a une dernière question, 4e direction, encore plus merdique en termes d'acceptabilité, c'est qu'il va falloir qu'on se pose des questions qui fâchent. Et on n'aime pas poser des questions qui fâchent. Et la question qui fâche, c'est les questions qui ne concernent pas simplement l'école en tant qu'elle est l'école. La question qui fâche, c'est par exemple, à quoi sert l'école ? Et qu'est-ce qui doit passer en premier dans les intérêts concurrents ou convergents ou divergents qui viennent se tamponner à l'école ? Est-ce que par exemple, dans un système qui manifestement renforce les inégalités sociales ou les reproduit, ça a du sens d'avoir 2 mois à 2 mois et demi de vacances l'été ? Ma fille, elle est en 4e. Si elle a 2 mois et demi de vacances entre la 5e et la 4e, franchement, ça va aller très très bien pour elle. Hein. Elle va voyager avec son père, avec sa mère, elle va rencontrer des amis, il y a des livres plein la maison. Je ne dis pas qu'elle sera excellente à l'école, hein, mais ce n'est pas grave. Quand l'usage du français est mal maîtrisé, quand l'accompagnement pédagogique, l'accompagnement parental est mal maîtrisé, 2 mois et demi, imaginez qu'à la fin, c'est le même niveau pour tout le monde, c'est évidemment quelque chose qui reproduit les inégalités. Donc, est-ce qu'on va accepter l'idée de se dire, eh ben, il y a des élèves qui doivent recommencer avant ou qui doivent partir plus tard, parce qu'il faut qu'ils les remettent au niveau, il faut qu'on les remette au niveau, il faut qu'on les accompagne différemment. C'est absolument indispensable de se poser cette question. Mais ça vient perturber nos vacances. Ouais. Notre industrie touristique et nos vacances. Donc c'est une question compliquée. Notre journée de travail, notre semaine de travail, notre organisation annuelle de travail à l'école est quelque chose qu'on devrait repenser. Plus encore, ce qu'on envisage, et encore une fois c'est vachement important pour tout le monde, pour le pays, qu'est-ce qu'on demande à l'école ? Est-ce que l'école, c'est faire en sorte qu'on obtienne un niveau moyen et qu'on garantisse un niveau moyen ? Est-ce que c'est faire en sorte que ceux qui décrochent soient accompagnés ? Est-ce que c'est faire en sorte que tout le monde devienne meilleur ? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Moi, je rêve d'un système dans lequel, dès qu'on repère une difficulté chez un élève, qui est la priorité ? À la fin, la priorité, c'est l'élève. Ce n'est pas le confort des parents, ce n'est pas le confort des professeurs. À la fin, la priorité, c'est l'élève, toujours. À mon avis. Hein. Quand on repère quelqu'un qui a des difficultés, comment est-ce qu'on fait pour individualiser l'accompagnement pour lui permettre de ne pas décrocher le plus tôt possible ? Et à l'inverse, quand on repère quelqu'un qui est bon, mais pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas individuellement pour qu'il soit encore meilleur ? Où est-ce qu'il est écrit que l'objectif c'est « Ah les gars, vous êtes au niveau moyen, c'est bon, vous arrêtez, hein. Ça va. » Ce serait dingue d'aller plus loin. C'est une folie. Et donc, il y a évidemment des établissements où on accompagne les bons encore un peu plus loin. Ça existe. Et voilà comment on reproduit les inégalités. Ou alors ils le font chez eux. Mais il faut impérativement qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on traite l'élève de façon individuelle pour qu'il révèle le maximum du potentiel qu'il a. On ne fera pas 800 000 prix Nobel tous les ans, ce n'est pas le sujet. Mais ma conviction, c'est qu'on est capable, en changeant un tout petit peu le concept de la classe, en changeant un tout petit peu nos habitudes de travail et les carrières des professeurs, d'accompagner individuellement les bons dans certaines matières qui ne sont pas forcément bonnes dans d'autres, pour être meilleurs encore dans leur matière. Ça a du sens de faire ça. Mais ça exige une organisation totalement différente. Voilà une deuxième question très très perturbante qu'on devrait se poser et dont je trouve qu'on ne se la pose pas assez. Voilà, il y en a d'autres. Et j'ai été un peu long là. Et par rapport à la mixité sociale. Alors la mixité sociale, d'abord, comme je suis fils de prof, je vais vous expliquer comment ça marche quand vous êtes fils de prof, la mixité sociale. Vous faites un système complexe, tellement complexe que les seuls qui finissent par le maîtriser, c'est les profs. Et ensuite, vous utilisez toute la complexité du système pour être systématiquement dans la filière qui vous permet quand même d'accéder à l'excellence. Quand j'étais collégien, vous vouliez être dans la bonne classe, vous faisiez allemand première langue, latin en 4e. Vous n'en aviez rien à faire de l'allemand, mais vous étiez dans la bonne classe. Et ensuite, avec le jeu des options, hop, vous contourniez la carte scolaire. Bon, ça existe encore. Aujourd'hui, il y a d'autres types de logiques qui sont à l'œuvre, mais je le dis, je commence par là parce que je l'ai vécu, et que
les contournements de la mixité sociale, ce n'est pas simplement les méchants. Hein. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'on a fait beaucoup de mal à la mixité sociale lorsqu'on a désarmé les parcours d'excellence dans le maximum d'établissements, y compris les établissements difficiles, pour une raison assez simple. Alors, pourquoi est-ce qu'on a désarmé les systèmes d'excellence? Pourquoi est-ce que pendant quelques années, on a fermé les classes internationales, les classes bilingues, voilà. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce que vous avez toute une partie de la population, et notamment des chercheurs, qui vous expliquent que comme le système reproduit ces inégalités, vouloir l'excellence, en réalité, c'est vouloir perpétrer ces inégalités. Et vous avez donc toute une partie intellectuelle, y compris à l'université, hein, je le dis très directement, qui considère qu'un système qui promeut l'excellence est en vérité un système qui est assez à l'aise avec l'inégalité et qui veut la préserver. Au chiotte, l'élitisme républicain, en vérité, c'est de la reproduction bourgeoise. Je le dis en une formule, mais c'est ça qui a beaucoup animé un certain nombre de gens. Moi, je ne crois pas ça. Ou plus exactement, je pense que c'est plus complexe que ça, et que si vous voulez garantir la mixité sociale, il faut que dans chaque établissement, il y ait des voies d'excellence qui soient visibles, qui soient prévisibles, qu'on connaisse, de façon à ce que chacun puisse savoir, dans tous les établissements, quelle est la voie d'excellence qui permet de progresser. Et il y a une visibilité et une prévisibilité indispensables pour que la totalité des gens, y compris ceux qui ne connaissent pas l'école, puissent se reposer là-dessus. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien plus qu'il y a 40 ans. Vous avez une prévalence incroyable parmi les gens qui savent que l'école est l'élément pour réussir, de gens qui choisissent le privé. Pas parce qu'ils pensent que le privé est meilleur, pas parce qu'ils choisissent le privé pour des raisons confessionnelles, en aucune façon, mais parce qu'ils voient dans l'école privée un endroit où une masse critique de gens se retrouve lorsqu'ils pensent qu'il faut réussir par l'école. Et il y a un truc qui traduit ça, et qui traduit ça mieux que n'importe quoi, c'est que quand j'étais collégien ou écolier, dans les années 70-80, il aurait été impossible, littéralement impossible, qu'un enseignant du public mette ses enfants dans le privé. Impossible. C'était la relégation sociale. Ça n'existait pas. Il y avait du public et du privé. Mais quand on était enseignant dans le public, on connaissait les voies d'excellence et on ne plaçait pas son enfant dans le privé en pensant que c'est là qu'il aurait le plus de chances de réussir. Jamais. Aujourd'hui, ça, c'est terminé. Je ne vous dis pas que tous les enfants du public, des professeurs du public vont dans le privé. Et je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des enfants de professeurs du public qui seraient horrifiés à l'idée d'aller dans le privé. Je vous dis juste qu'à la fin de la fin, en matière d'éducation, et donc en matière de mixité, et donc en matière de carte scolaire, les gens, ils votent avec leurs pieds. S'ils pensent que l'école, c'est important, ils mettront en place toutes les stratégies possibles pour maximiser leurs chances de réussir par l'école. Ils prendront l'adresse de la grand-mère en expliquant qu'en vérité, l'enfant, il est il vit chez sa grand-mère. Tu parles des nefles. Mais si ça permet d'accéder à la bonne école, c'est ce qu'ils feront. Les gens votent avec leurs pieds en matière scolaire. Et donc, il faut regarder ce qu'ils font avec leurs pieds. Parce que ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est l'école. Alors, on va poser une toute dernière question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Compte tenu de votre expérience en tant qu'élu local, je voudrais vous demander si vous considérez que les régions doivent avoir plus de pouvoir, voire plus de compétences, et notamment dans le cadre des propos qu'a tenus le président de la République au sujet de la Corse et du fait que la subsidiarité est l'un des principes clés du droit européen. Merci. Merci beaucoup. C'est pas mal cette question sur les régions, surtout ici. Qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être d'abord pour commencer par vous répondre sur la Corse, et pour vous dire très sincèrement que j'ai beaucoup de mal à me positionner sur un problème quand je ne sais pas comment la question est formulée. Et ce n'est pas vous qui la formulez de façon pas claire, c'est le débat public tel qu'il est structuré aujourd'hui. Je vois beaucoup de gens me demander ce que je pense de l'autonomie qui serait confiée à la Corse. En fait, à ce stade, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on entend par autonomie. Je sais qu'aujourd'hui, la Corse, de toutes les régions de la France métropolitaine, est celle qui a le plus de compétences. De très loin.
Ça, c'est vrai. Je sais que je peux concevoir parfaitement que s'agissant d'une île, et notamment d'une île méditerranéenne, compte tenu de sa taille, compte tenu de son histoire, compte tenu de sa géographie aussi, il me paraît assez naturel qu'elle vive sous un régime qui tienne compte de cette spécificité. J'observe d'ailleurs que c'est le cas pour toutes les îles rattachées à des pays d'Europe. La Sicile a un régime dérogatoire par rapport aux autres régions, et les Baléares doivent un système assez largement dérogatoire par rapport à d'autres États, si j'ose dire, ou d'autres provinces espagnoles. Donc, le fait qu'il y ait un système dérogatoire pour une île méditerranéenne n'est pas choquant en soi du tout. Troisième chose, est-ce que l'autonomie, c'est plus de décentralisation, c'est-à-dire des compétences supplémentaires qu'on accorde à la collectivité territoriale de Corse? Discutons-en peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est quelque chose d'une autre nature? Et vous savez que souvent, ça passe par une revendication, par exemple, sur le statut du résident. Les autonomistes corses, pardon de les désigner comme ça, disent souvent qu'il faut un statut du résident corse qui permettrait, par exemple, à un Français d'Europe continentale, ou de France métropolitaine, je ne sais pas comment il faut le dire, France continentale, de ne pas pouvoir acheter d'appartements ou de terrains en Corse et de réserver cette capacité aux résidents corses afin de lutter contre l'élévation des prix, qui est manifeste en Corse comme ailleurs d'ailleurs, hein, mais qui empêcherait certains Corses de rester chez eux. Alors là, je vais vous dire, si c'est ça l'autonomie, moi j'ai un problème. Si ça c'est l'autonomie, si l'autonomie ça va jusqu'à un système de bilinguisme officiel, voire de deuxième langue, qui deviendrait la langue officielle, si c'est la mise en place d'un statut de résident corse qui créerait des droits particuliers et radicalement différents de ceux des autres Français, là je pense qu'on est dans quelque chose où c'est plus une différence de degré, c'est une différence de nature. Comme je ne sais pas jusqu'où doit aller cette autonomie, ou plus exactement, comme je ne sais pas le contenu des discussions entre le gouvernement et les élus de la Corse sur ce que pourrait être cette autonomie, je suis prudent et j'attends de voir. Pour moi, il y a des choses au-delà desquelles on ne peut pas aller, mais à l'intérieur de ces limites, pourquoi pas? Je ne suis pas opposé à ce qu'on expérimente plus de choses, à ce qu'on donne plus de latitude sur un certain nombre de sujets. Pas du tout. Et ce que je dis sur la Corse, je pourrais le dire ailleurs. Est-ce qu'il faut laisser plus de latitude aux élus alsaciens, aux élus normands, pour sortir du cadre légal et tenter d'autres expérimentations ou exercer plus de compétences? Pourquoi pas? Là, je suis ouvert. Et sur l'autonomie, je pense qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Voilà. C'est un peu une réponse de Normand. Mais c'est normal parce que je suis normand. Merci infiniment, monsieur. Il est maintenant l'heure de clore cette conférence. Encore un grand merci pour avoir répondu à notre invitation. Ce fut un honneur pour nous de recevoir un ancien Premier ministre et de pouvoir nous entretenir avec vous de la sorte. Nous ne pourrions espérer ouvrir notre saison de conférences d'une plus belle façon. Je rappelle que votre livre, Des lieux qui disent, est disponible dans toutes les librairies. Absolument. Et Noël approche. On s'y prend toujours trop tard. Merci également au public d'être venu si nombreux et d'avoir répondu si rapidement à l'appel. N'hésitez pas à suivre Polygone, évidemment, sur tous les réseaux. Vous pourrez être informé ainsi des événements prochains. Vous pourrez également retrouver la captation vidéo de cette conférence sur notre chaîne YouTube d'ici peu. Nous allons maintenant pouvoir ouvrir la séance des dédicaces. Je remercie les personnes qui ne possèdent pas de livre d'évacuer l'amphithéâtre par l'entrée à votre gauche. Par ici, vous serez guidés par des membres de l'association jusqu'à la sortie. Et pour les personnes qui souhaitent une dédicace et qui possèdent le livre, je vous invite à rester à votre place. On vous indiquera le moment de se lever pour se mettre en file. Merci beaucoup. Merci beaucoup.